Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la webconférence dédiée à la recherche d'un job. C'est la première webconférence de notre programme qui s'inscrit dans le cadre du salon en ligne Job d'été édition Normandie. Donc vous pouvez accéder à des offres d'emploi directement sur les stands des employeurs, mais également aux webconférences que nous proposons. Aujourd'hui, pour répondre à vos questions, on a autour de la table et en visio différentes personnes. Donc Barbara Debourges, qui est conseillère à l'emploi et référente PUI de Pôle emploi Normandie. Nicolas Breuleur, également de Pôle emploi Normandie, qui est conseiller dédié aux entreprises. Pour nous accompagner, on accueille également Anne-Sophie Lemal, qui est chargée de relations entreprises à la mission locale Caen-la-Mer Calvados Centre, et Carole Drevet, conseillère à la Cravate Solidaire de Caen. Donc bonjour à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Donc comme j'ai pu le dire dans l'introduction, aujourd'hui on va aborder tout ce qui est recherche d'un job d'été. On va parler de savoir comment un job peut correspondre à son profil ou trouver des offres, mais également aborder les outils de candidature à travers le CV et la lettre de motivation. Et on va bien évidemment parler des entretiens d'embauche, qu'ils se passent en présentiel ou en visio. Vous allez voir qu'il y a des concepts qui sont assez similaires. Avant de commencer, j'ai une petite question pour tous nos intervenants. Si vous en avez eu un, quel a été votre premier job d'été et comment vous l'avez trouvé? Pour un petit peu donner des pistes aux personnes qui nous regardent, ça peut être intéressant de vous questionner là-dessus. Alors moi, je peux démarrer. Donc Barbara Debourges dans Pôle emploi. Mon premier job d'été, je l'ai trouvé grâce à une agence d'intérim qui recherchait pour un kiosque à pizza. Et en fait, j'étais à la caisse dans un kiosque à pizza le vendredi, le samedi et le dimanche soir. Et donc, c'est bien une agence d'intérim. J'avais poussé les portes d'une agence d'intérim. Voilà. Okay. C'était très enrichissant. C'est une bonne première expérience. Exactement, très sympa. Donc, moi, je me... Oui. J'ai parole. Donc, moi, si vous m'entendez, moi, il y a quelques années, mais je me rappelle, c'était dans un Monoprix et j'avais fait du porte-à-porte, c'est-à-dire que je m'étais présentée directement et voilà, j'avais demandé à avoir un responsable et au printemps pour l'été. Voilà. D'accord, c'est tout ce qu'on appelle les candidatures spontanées, c'est sans répondre à une offre, vous pouvez vous-même faire des démarches. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages, Nicolas? Oui, moi, concernant, j'avais fait jouer mon réseau de connaissances pour trouver un poste de vendeur de papier peint. Donc, voilà, en faisant jouer le réseau amical, j'avais réussi à trouver ce premier emploi saisonnier de vente et de manutention dans un magasin de papier peint. Donc là aussi, une première expérience enrichissante. Et encore un autre secteur d'activité, une autre manière de trouver des offres, c'est assez enrichissant. Ne serait-ce qu'en 3 témoignages, on voit différentes choses. Et vous, Anne-Sophie, est-ce que vous aviez une première expérience que vous vouliez partager? Oui, alors moi, j'avais fait des candidatures spontanées dans beaucoup de magasins. Enfin, j'avais plutôt ciblé le commerce et du coup, j'avais été retenue dans un magasin Point Vert qui aujourd'hui s'appelle la Maison Point Vert et j'étais employée libre-service et j'étais à la caisse tout l'été, juillet, août. Ils m'ont repris plusieurs étés de suite après. D'accord. On voit aussi que ça donne des opportunités. Si pas forcément un été, ça peut se transformer en plusieurs étés, parfois même en job à plus long terme. On peut avoir des jobs étudiants ou même une embauche en CD. Donc ça peut donner beaucoup d'opportunités, les jobs d'été. On est en droit de se demander, là, avec la crise sanitaire, s'il y a des offres à pourvoir. Et pour ça, je vous invite notamment à consulter celles qui sont disponibles sur le salon en ligne, Job d'été en Normandie, mais aussi de participer à la webconférence Les secteurs qui recrutent, qui aura lieu la semaine prochaine avec moins de soucis techniques, on l'espère. Mais est-ce que vous pouvez nous confirmer, peut-être Barbara et Nicolas, vous qui êtes à Pôle emploi, qu'il y a quand même des offres à pourvoir cet été malgré tout? Oui, alors il y a, malgré la situation sanitaire, il y a de nombreux secteurs qui recrutent. On peut penser dans un premier temps au secteur de l'aide à la personne, au secteur de l'entretien des locaux divers, que ce soit les bureaux, les commerces. Voilà, c'est des secteurs qui, en ce moment,
sont en recherche de main-d'œuvre du fait de la situation sanitaire. On peut espérer aussi prochainement des réouvertures dans le secteur peut-être de la restauration. Mais voilà, en tout cas, il y aura des recrutements pour la période estivale, ça c'est certain. Je pense que dans le domaine de la restauration, il faut effectivement se préparer. Il va y avoir, dès que les restaurants vont pouvoir réouvrir, il va y avoir des besoins dans le service, en cuisine. Et bon, c'est vrai qu'actuellement, les offres, elles ne sont pas là, mais dès que ça va être réouvert, je pense que les recruteurs vont être vraiment sur les candidatures et sur les CV pour pouvoir recruter à ce moment-là. Oui. Et tout ça, se préparer. Hein. Oui. Mais justement, tout ça, on pourra l'aborder dans la webconférence du lundi qui va venir. Et justement, dans tous ces secteurs d'activité, on pourrait se demander aussi où on peut trouver des offres. Alors, on a parlé du salon en ligne, et là, vous avez, à travers votre témoignage, évoqué d'autres manières de trouver des offres. De la communication spontanée, faire son réseau. Est-ce que vous voulez bien un petit peu développer un petit peu tout cela? Il y a entre autres le site Pôle emploi. Vous pouvez consulter les offres qui sont diffusées régulièrement sur notre site Pôle emploi. Vous pouvez aussi également faire un abonnement aux offres. Cela vous permet aussi, avec votre profil, d'avoir une alerte sur une offre qui tombe sur notre site. Au fur et à mesure que les offres arrivent, vous avez une alerte avec cet abonnement. Après, il faut regarder les sites de recrutement, être plus visible aussi sur les réseaux sociaux. Les agences d'intérim, pas hésiter aussi à pousser la porte des agences d'intérim, c'est important. Après, nous, toutes les offres que nous avons, nous les diffusons. Il faut pas hésiter aussi à mettre son CV sur notre site pôle emploi.fr pour être retrouvé et détecté par les employeurs. Ce qui est important pour rebondir sur ce que dit Barbara, et on l'a vu au travers des témoignages, c'est de ne négliger aucun canal de recherche. C'est-à-dire effectivement tout ce qui est Pôle emploi, en ce moment le salon en ligne, mais il faut aussi mobiliser le réseau, votre réseau votre réseau amical, votre réseau parfois familial. Il faut solliciter tous ces canaux-là. Parce qu'il y a bien sûr ce qui est visible via Pôle emploi ou via le salon en ligne actuellement, mais il y a une grande partie du marché du travail, y compris du marché du travail estival, qui est caché. Et donc il faut aller vers ces offres-là en contactant spontanément les entreprises ou en faisant jouer vos réseaux. Pas hésiter aussi à consulter notre emploi store. Et sur l'emploi store de Pôle emploi, vous trouvez sur pôle emploi.fr, il y a un outil qui s'appelle la bonne boîte. Et en fait, la bonne boîte permet aussi, sur un secteur d'activité et sur une zone géographique, d'avoir une liste des entreprises qui recrutent ou qui sont censées recruter, en fait. Et pas hésiter aussi à utiliser les outils de l'emploi store. Mais là, ce sont plein de bons conseils et plein d'outils que vous avez partagés. Ça peut aiguiller pas mal de personnes, je pense, à trouver un premier job d'été. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, Barbara et Nicolas, on parle de réseaux, mais aussi de réseaux sociaux. Est-ce que c'est un endroit sur lequel on peut vraiment trouver des jobs d'été? Alors, il y a effectivement les réseaux sociaux. On pourrait spontanément penser à Facebook, et effectivement, il y a des besoins qui sont exprimés sur Facebook. J'ai plutôt envie de parler, moi, de LinkedIn, qui est un réseau social tourné vers l'emploi, vers le travail, et c'est un réseau qui permet de se constituer un groupe de connaissances, et là aussi d'étoffer votre réseau, d'y retrouver des offres. Donc en matière de réseaux sociaux, effectivement, c'est une sphère importante, mais peut-être plus privilégier des réseaux tels que LinkedIn ou Viadeo, par exemple, plutôt que des réseaux comme Facebook. Oui, ce sont des réseaux sociaux professionnels, donc vraiment à la recherche de CV, se faire des contacts. Et sur LinkedIn, on a l'occasion aussi de mettre son CV directement sur votre profil, donc ça, ça peut être assez intéressant. Pour jongler un peu entre ces courses à recherche de job d'été, ces partiels, le confinement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour suivre ces candidatures? Alors on l'évoquait tout à l'heure, l'Emploi Store, donc qui est un site qui concentre toute une batterie d'outils pour vous accompagner dans vos recherches, et je pense notamment à l'application Memo qui vous aide à piloter
vos candidatures, savoir quelle entreprise vous avez démarché, à quelle date, quelle entreprise il faudra éventuellement relancer. Vous avez cette application-là qui est plutôt pertinente et qui peut vous permettre de vous y retrouver dans vos candidatures. Parce qu'effectivement, une fois que vous avez démarché spontanément ou via une offre, une entreprise, il est intéressant aussi pour faire part de votre motivation de recontacter le recruteur pour savoir où il en est du process, savoir si votre candidature l'a intéressé, auquel cas il l'a retenu. C'est vrai qu'on sait, vu le nombre de candidatures que les recruteurs peuvent recevoir, relancer après avoir envoyé son CV, sa lettre de motivation, ça peut être un bon signe de motivation aussi, qui permet peut-être aux employeurs de faire un premier tri parmi les plus motivés ou les plus réactifs à la recherche et à la relance. Tout à fait, il est conseillé de relancer, effectivement. Est-ce qu'il y a à peu près une date, on peut estimer qu'à partir de combien de jours on peut relancer un employeur environ? Je ne sais pas, j'ai une petite quinzaine de jours. Je pense que ça me paraît correct, le temps que le CV arrive sur le bureau du recruteur, le temps qu'il étudie le CV. Voilà, je pense qu'une semaine, 15 jours, ça reste concret, ça reste correct. Et est-ce que vous conseillez de les relancer par mail, par téléphone, par courrier? Alors, l'avantage de, par exemple, la bonne boîte, c'est que généralement, il y a les coordonnées mail de l'employeur qui apparaît et le téléphone. Après, si vous êtes à l'aise avec l'outil, avec le téléphone, l'idéal, c'est de prendre son téléphone et d'avoir directement l'employeur en ligne. Après, si vous êtes un petit peu moins à l'aise peut-être avec le téléphone, un mail peut également suffire, mais l'idéal, c'est de téléphoner, de prendre contact par téléphone. Oui, et ça permet de varier les canaux si on n'est pas sûr que le mail soit arrivé dans la boîte mail du recruteur. Par téléphone, tout à fait, peut-être plus simple. Tout à fait, effectivement. Et en parlant justement de boîte mail, Anne-Sophie, est-ce que vous conseillez d'envoyer son CV plutôt par mail ou par courrier? On parle d'outils de candidature maintenant. Est-ce qu'il y a un conseil qui pourrait être donné aux personnes qui nous regardent? Alors moi, je conseille de l'envoyer plutôt par mail. Si surtout on a l'adresse du mail du recruteur, c'est quand même beaucoup plus simple parce que par courrier, ça arrive sur le tas de piles du secrétariat et des fois, bien souvent, ça n'arrive pas forcément au bon destinataire ou ça n'arrive pas du tout. Donc, on a l'adresse mail du recruteur, c'est quand même plus simple. Il l'a en direct et après, même s'il ne le traite pas tout de suite, il sait qu'il a quand même une candidature. Je pense que si on a l'adresse mail du recruteur, c'est quand même plus simple de l'envoyer par mail. Je pense. Et on envoie son CV, sa lettre de motivation en pièce jointe, mais j'imagine qu'il faut aussi rédiger le mail. On ne peut pas se contenter de donner des pièces jointes. Oui, tout à fait. Alors après, ce qui se fait aussi beaucoup aujourd'hui, c'est sans forcément joindre une lettre de motivation, surtout si elle n'est pas forcément demandée, c'est dans le corps du mail déjà démontrer sa motivation en expliquant voilà pourquoi on candidate, pourquoi on est intéressé par le poste, en faisant un peu une mini lettre de motivation. Déjà, ça attire un peu l'intérêt du recruteur. Et ça fait quand même un CV balancé comme ça comme un cheveu sur la soupe. Si la lettre de motivation n'est pas demandée, c'est toujours bien d'expliquer quand même dans le corps du mail pourquoi on postule et pourquoi on est intéressé par le poste. Il faut quand même rédiger, on a bien le bon conseil. Et dans le CV, justement, ce qui est la pièce qui est le plus souvent demandée pour les candidatures, est-ce qu'il y a des incontournables, des choses qu'il ne faut pas omettre de noter dans son CV? Alors, ce qu'on oublie souvent, nous, ce qu'on voit souvent dans les CV des jeunes qu'on reçoit à la mission locale, ce qui est souvent oublié, ce sont les compétences. C'est vrai que les jeunes s'attachent souvent à bien notifier ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils ont travaillé, etc. Mais les compétences ne sont pas notifiées et c'est pourtant là qu'en tant que recruteur, on regarde en priorité, quoi. Donc, c'est vraiment la chose pour moi la plus importante. Ce sont les compétences que vous maîtrisez forcément en lien avec le poste. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les fameux savoir-faire et savoir-être? Alors, c'est sûr que savoir-faire. Après, savoir-être, rien n'empêche de rajouter une petite partie qualité, où là, on va mettre effectivement les savoir-être. Tout à fait. Et comment, en tant que jeune qui n'a pas d'expérience ou très peu d'expérience, on peut détecter ses compétences et comment on peut les mettre en avant dans son CV?
Alors, donc on peut essayer de les détecter. Alors moi, je fais beaucoup de parallèles quand je reçois des jeunes pour faire un CV avec le sport ou alors les activités extérieures. Alors souvent, quand on pratique un sport collectif, c'est plein de valeurs. Donc ce sont des compétences aussi qu'il faut mettre en valeur sur son CV, même si on n'a pas à travailler. Si on cherche vraiment un premier emploi, ben, on a plein de qualités qu'on peut mettre en avant. On a fait quand même des choses peut-être avant dans le cadre d'associations, de sport. Donc faut pas avoir peur de mettre des choses qu'on sait faire sur un CV, même si on n'a pas eu d'expérience. Tant qu'on sait l'expliquer et d'où ça vient, il n'y a pas de raison, il faut le mettre, au contraire. Oui. Et on peut prendre ces expériences-là qui sont plus personnelles, du bénévolat, comme vous avez parlé d'associations, et retirer tout ça de sa propre expérience personnelle et le mettre en avant dans son CV. C'est vrai qu'on a tendance à croire qu'on peut mettre que des expériences professionnelles, mais c'est peut-être pas ce qui est le plus important au final, et notamment dans le premier job d'été. Voilà, tout à fait. Non, si on a eu une expérience dans le domaine associatif pendant 1 mois, 2 mois, mais qu'on a travaillé qu'une semaine, bah, il vaut mieux mettre à profit ce qu'on a fait dans le domaine associatif. C'est toujours bon. De toute façon, tout ce qu'on fait, ça sert à un moment donné, il faut juste savoir le mettre en valeur, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment le CV, c'est fait pour mettre en valeur la candidature et le candidat. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir dire que les compétences, c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre en avant. Est-ce qu'il y a d'autres essentiels à noter dans un CV, des choses qu'on ne pense peut-être pas ou que les jeunes ont peut-être tendance à moins mettre en avant? Ou est-ce que c'est vraiment l'accent sur les compétences? Non, les compétences, je dirais les petits plus qu'on fait à côté, comme le sport ou le domaine associatif, hein, ce genre de choses qui, des fois, on se dit, on va pas le mettre sur un CV parce que ça n'a rien à faire là, mais si ça peut apporter quelque chose et en lien avec le poste sur lequel on postule, c'est toujours bien de le mettre. Et il ne faut pas oublier non plus, si on a le permis, ça c'est hyper important, c'est bien de le mettre quand même. Même si on n'a pas de moyen de transport tout de suite, avoir le permis c'est quand même bien parce que je sais pas, sur un poste l'été, on peut être amené, si on travaille dans un camping, je sais pas moi, si on travaille dans un bar, on peut peut-être être amené à un moment donné à aller chercher quelque chose et c'est toujours un plus d'avoir son permis. Ça, il ne faut pas oublier de le notifier. Et vous avez souligné quelque chose d'important aussi, c'est le fait de personnaliser son CV, de mettre ses compétences en lien avec le poste visé. C'est un conseil que vous pouvez aussi donner. J'imagine qu'un CV pour être animateur ou être vendeur, c'est pas forcément la même chose. Non, faut pas mettre n'importe quoi. C'est pas le fourre-tout. Il faut vraiment cibler les compétences en rapport avec le poste. Ce qui va faire la différence peut-être par rapport à un autre candidat. Il faut vraiment être cohérent dans son CV. Voilà. Et est-ce qu'on peut le notifier d'une manière en particulier le fait de postuler sur un poste? Alors je crois qu'il y a des bruits un peu parasites, excusez-nous, ça ne être pas trop visible, audible. Est-ce qu'on peut notifier sur le CV quel poste on cherche? Est-ce qu'à travers un titre ou quelque chose qui se fait? Oui, tout à fait. Il vaut mieux mettre un intitulé de poste sur un CV, comme ça le recruteur il sait directement sur quel poste on va se positionner. Après, ça n'empêche pas d'être peut-être contacté pour travailler sur un autre poste au sein de l'entreprise, mais c'est toujours bien de préciser quel poste on cherche, quel poste on cible, là où on veut aller. Oui, tout à fait. Et à défaut du poste, est-ce qu'on peut noter un secteur d'activité peut-être? Rester un peu plus vague si on a repéré plusieurs postes mais dans un même secteur d'activité? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? Quel secteur? Je pense le commerce c'est quand même assez vague. Il y a plein de types de par exemple un poste vendeur, on peut surtout pour l'été, on va peut-être pas spécifier tout de suite vendeur je sais pas, en boulangerie, mais on peut mettre vendeur en règle générale, oui, tout à fait. Ok, très bien. Mais est-ce que dans la forme, il y a des conseils que vous pourriez donner? On voit beaucoup de CV qui sont rédigés sur des outils de traitement de texte. Est-ce que vous avez des conseils que vous pourriez donner sur vraiment la mise en page?
Alors moi c'est très personnel. Moi, en tant que blogueur, je préfère avoir un CV qui est pas forcément, qui est très personnel. Enfin, je pense qu'il faut s'approprier son CV. Si on ne s'approprie pas et qu'on n'aime pas travailler dessus ou qu'on n'aime pas, qu'on choisit une forme par défaut, on va pas forcément l'aimer, on va pas forcément. Enfin, moi, c'est mon point de vue, hein, bien le travailler. Moi, tant que tous les éléments y sont, les coordonnées, les compétences, les qualités, ce qu'on fait à l'extérieur, les éléments un petit peu de base, les expériences et la formation. J'ai pas de conseils tant sur la forme. Après, il y a plein de... Sur Internet, on trouve plein de formes différentes. Moi, j'aime autant quelque chose qui est très personnel, mais toutes les informations, et des fois, ça peut faire la différence par rapport à des CV. Quand on reçoit toute la journée et qu'on voit toute la journée des CV qui sont pareils pour l'avoir vécu, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on passe sur certaines infos qui sont essentielles. Alors quand on a un CV qui sort un peu plus du lot, c'est toujours un peu plus sympa, on y prête beaucoup plus attention. Et pour les mettre en forme, justement, il y a des outils qui existent peut-être, Barbara, Nicolas, sur l'emploi store dont on parlait tout à l'heure. Oui, il y a plusieurs applications, notamment CV Designer, je crois, qui est assez facilement, on peut en prendre la maîtrise assez facile. Ouais. Je sais pas. Après, j'ai pas les applications là, directes. Alors il y a celle-ci qui est bien, et puis comment réaliser son CV, sa lettre de motivation. En tapant dans le moteur de recherche, il vous dirige aussitôt vers des sites pour vous aider à faire le CV effectivement sur l'emploi store. Donc, ce sont des bonnes ressources pour avoir des modèles peut-être qui changent un peu, des inspirations. Voilà, il faut aller à l'essentiel. Effectivement, il faut mettre en valeur son savoir-faire et son savoir-être. N'hésitez aussi à parler de ses stages, si on a fait des stages. Oui. Et il faut que ça soit le plus visible possible, en fait. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, ce qui est primordial dans la recherche là, qui concerne les personnes qui nous regardent, c'est les compétences. Oui. C'est ce qui doit être mis en haut du CV. Le recruteur, pour des emplois saisonniers, des emplois estivaux, il va essentiellement se baser sur les compétences que vous détenez, puisque peut-être en tant qu'étudiant, en tant que jeune, vous n'avez pas forcément l'expérience professionnelle. Donc le recruteur va effectivement se baser sur vos compétences. Donc c'est ce qu'il faut mettre bien en évidence sur votre CV. Oui, c'est vraiment le conseil à retenir, c'est mettre en avant ses compétences et que ça soit assez visible sur le CV, pas le noyer parmi des centres d'intérêt, des formations X ou Y, mais c'est vraiment des catégories particulières notées sur le CV. Le brevet du collège, excuse-moi, mais qui a été obtenu il y a quelques années, c'est pas forcément une information importante sur le CV. Et pareil, pour revenir aux outils de l'emploi store, il y a un outil qui aide aussi à repérer ses compétences. C'est pas toujours évident de parler de ses compétences, quelles sont ses compétences. Pour les repérer, c'est pas toujours facile. Et c'est pareil, il y a une application sur l'emploi store pour aider à repérer ses compétences et pouvoir mettre en valeur les compétences qu'on a. C'est vraiment des bons outils pour créer la candidature qui vous ressemble, en tout cas. Exactement. Il y a une question qui revient assez régulièrement sur les CV, photo ou pas photo. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est conseillé de les mettre? Alors, il ne faut pas une photo en maillot de bain sur la plage l'été, ça c'est sûr. Après, ça dépend, j'ai envie de dire, si vous êtes à l'aise avec votre image et que vous avez envie de mettre une photo, il faut que la photo elle soit la plus professionnelle possible, par contre. Il y a des secteurs où on peut imaginer que la photo, effectivement, peut être un plus. Par exemple, la vente ou la présentation compte. Effectivement, mettre une photo, ça peut être un plus. Il y a, à l'inverse, d'autres secteurs d'activité où la photo n'est pas nécessaire. Et quand on parle de photo, on parle d'une photo, un peu photo type d'identité. C'est-à-dire cadrée de face, bien cadrée, sans filtre, parce que malheureusement, on voit parfois des photos effectivement en mode selfie. C'est à éviter, puisqu'on parle des choses à éviter aussi, l'adresse mail par exemple. Faire attention à l'adresse mail que vous diffusez sur votre CV ou de laquelle vous envoyez votre candidature. Il y a parfois des adresses mail un petit peu originales, on va dire ça comme ça, qu'il vaut mieux éviter. Souvent le classique nom-prénom,
C'est ce qu'il y a de mieux, d'autant que, voilà, encore une fois, on est dans une démarche professionnelle, même si c'est pour trouver un job d'été. Et c'est une adresse mail qui pourra vous suivre tout au long de votre vie. Donc le nom, prénom reste ce qu'il y a de mieux. Oui. Si on peut retenir plusieurs conseils que vous avez pu donner sur le CV, c'est mettre en avant bien ses compétences. Le CV peut contenir une photo, mais c'est pas obligatoire. S'il y en a une, qu'elle soit professionnelle. Les filtres Snapchat ou les selfies, on peut oublier. Les adresses mail, prénom, prénom, plutôt que des pseudonymes qui peuvent être utiles pour une adresse personnelle, mais pour le CV, on va éviter. Et puis là, la mise en page, essayer de se démarquer un peu sans être trop original, avec des outils notamment sur l'imposteur, c'est des bons conseils. Pour la lettre de motivation, on a vu tout à l'heure, ça peut être donné en pièce jointe, mais aussi rédigé par mail directement dans le corps de texte. C'est quoi les grandes catégories à mettre dans une lettre de motivation? Est-ce qu'il y a un suivi, une structure de lettres type qu'on peut suivre? Au niveau de l'articulation, il faut déjà montrer qu'on connaît l'entreprise. Donc s'être renseigné au préalable un petit peu, savoir le domaine dans lequel l'entreprise évolue, voilà, chercher un peu d'informations sur l'entreprise, évoquer aussi le poste et sans trop en dire, mais raccrocher peut-être quelques-unes de ses qualités ou ses compétences avec les compétences qui sont attendues pour le poste. Voilà grosso modo ce qu'il faut évoquer. Le poste, c'est une rapide présentation aussi, se présenter rapidement. Après effectivement le poste et puis un peu de connaissance de l'entreprise. Le tout est de susciter, de ne pas trop en dire pour susciter l'intérêt du recruteur et de garder des éléments à évoquer avec lui lors de l'entretien. Le but étant de décrocher un entretien. Attiser la curiosité de l'employeur. En dire suffisamment, sans pas en dire. Tout est dans le voilà, de doser les éléments mis dans une lettre. Sophie, est-ce que vous rejoignez ce que disent Nicolas et Barbara? Est-ce que c'est ce que vous pouvez voir aussi vous avec les jeunes que vous recevez à la mission locale? Oui, tout à fait, oui. Je rejoins tout à fait. Le but, voilà, c'est de montrer qu'on a pris connaissance de l'entreprise voilà, pour laquelle on postule, se présenter effectivement brièvement et puis appuyer son CV avec les compétences qu'on a acquises grâce à nos expériences passées, expériences professionnelles ou personnelles. Et puis effectivement après développer un petit peu ses qualités, mais tout effectivement sans trop en dire pour qu'on puisse après faire un super entretien et là tout donner. Et dans la lettre de motivation, on a beaucoup tendance à voir je suis à la recherche d'un job d'été pour payer mes études. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut noter ou c'est plutôt quelque chose qu'il faut éviter? Ou est-ce qu'on va plutôt mettre en avant ses compétences et personnaliser la lettre selon le poste ou au moins le secteur d'activité recherché? On peut évoquer le fait qu'on recherche dans le cadre d'un job d'été. Après, rentrer dans le détail du paiement des études, je ne suis pas certain que ce soit nécessaire. Voilà, le contexte, il est celui du job d'été. C'est suffisant comme information pour le recruteur. Après, est-ce que c'est pour financer des études ou peut-être l'achat d'une voiture, peu importe. Le recruteur sait que l'on postule dans le cadre d'un job d'été et c'est là l'essentiel. Oui. Donc là, ce qu'on peut retenir, c'est mettre en avant encore une fois ses compétences, mais plutôt sous forme de phrases et non pas de points comme on peut l'avoir dans le CV. Et puis donner envie aux recruteurs de vous recontacter pour un entretien. C'est ça. La raison pour laquelle vous cherchez un job d'été, c'est peut-être pas ce qui va l'attirer en tout premier. Et justement, pour l'entretien, Carole, est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes qui nous regardent sur peut-être à quoi s'attendre quand on passe un entretien d'embauche, quel type de questions on peut poser? Alors, c'est vrai qu'un entretien réussi, après avoir fait un bon CV, une belle lettre de motivation, un entretien réussi, c'est aussi un entretien qui sera bien préparé. Donc, la première chose, c'est déjà se renseigner sur l'entreprise
qui va nous accueillir si tout va bien. C'est vrai qu'il y a souvent des questions. Que savez-vous de nous? Donc, bien se renseigner sur l'entreprise, ses projets, ses produits, de façon à être à l'aise sur ce sujet. Alors ensuite, les questions, c'est vrai que la première question qui arrive très vite, c'est pouvez-vous vous présenter? Donc souvent on voit bien que les jeunes ils n'ont pas trop l'habitude, donc moi ce que je conseille c'est de préparer un petit pitch, hein, c'est ce qu'on appelle un résumé de notre parcours assez bien structuré qui met en avant, tout en étant tout à fait honnête, ses premières expériences, ses premiers stages, si on n'a pas beaucoup de jobs, et en effet voilà, en quelques minutes donner les principales informations à notre interlocuteur. Pour être capable de se présenter, c'est souvent la première chose qui est demandée dans les entretiens. Bien sûr. Moi, je conseille même, si on n'a pas l'habitude, c'est de l'écrire, ce petit pitch, pour qu'il soit bien structuré, qu'il soit dynamique et qui ne rentre pas trop dans les détails, mais soit aussi... et bien sûr, on va l'orienter en fonction des besoins du recruteur. Si c'est un job d'été dans la vente, vaut mieux mettre en évidence un stage qu'on a fait dans la vente, bien évidemment. Hein, et ce que ça nous a apporté. Oui, donc sans que ça soit récité ou un monologue, c'est synthétiser sa présentation. Voilà, la personne en face a votre CV, mais donc on peut reprendre le CV dans ses grandes lignes et insister sur une expérience, sur un stage qui permet de montrer qu'on a les compétences justement pour répondre aux besoins du recruteur pour ce job d'été. Voilà, hein, c'est ce qui est... Oui. Vraie ou fausse information, les recruteurs demandent les qualités et les défauts pendant un entretien d'embauche. C'est souvent les questions qu'on revoit. Oui, donc ça c'est en effet parmi les questions classiques, donc il faut s'y préparer. C'est vrai que pourquoi j'ai 10 candidats pour ce job d'été, qu'est-ce qui fait que je vous prendrai, Monsieur Dupont, hein, dans mon équipe, quelle est votre principale qualité? Donc c'est vrai que et souvent la question qui arrive derrière, c'est le principal défaut aussi. Donc alors là on peut dire je suis un peu timide, je suis un peu réservé. Ça, voilà. Et c'est vrai que si c'est un poste de commercial, il faut quand même faire attention. Mais je crois qu'il faut être honnête, sincère, enthousiaste. Il faut penser que le recruteur, il voit très vite dans la personne qu'il a en face, est-ce que cette personne-là va intégrer mon équipe, il va travailler dans l'entreprise, donc il représente aussi l'entreprise. Hein, donc attention aussi à la façon d'être, hein, comment on se présente. Parce que quelque part, c'est aussi l'image de l'entreprise qui va être reflétée. Oui, justement, vous parlez de présentation. J'imagine que la tenue vestimentaire et l'attitude non verbale, c'est-à-dire le corps, a une importance aussi dans l'entretien d'embauche. Bien sûr. Bon, la tenue vestimentaire, oui, hein, on a l'habitude de dire à la cravate solidaire, l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Hein, donc c'est vrai que c'est bien sûr important. Donc il faut une tenue vestimentaire dans laquelle vous êtes à l'aise, mais qui correspond aussi au code de l'entreprise. Hein, si c'est pour un poste, je sais pas, dans un magasin célèbre où tous les vendeurs sont habillés en noir, je pense qu'il faut mieux éviter les couleurs très flashy ou un look particulier si c'est un poste dans la sécurité ou autre. Donc on arrive avec une tenue dans laquelle on est à l'aise, mais il faut la soigner quand même, cette tenue, et qu'elle soit en relation avec les codes de l'entreprise. Et puis après, en effet, parler de posture. Alors il y a des entretiens aussi qui se font beaucoup en visio aussi aujourd'hui, hein, comme on est aujourd'hui. Donc c'est vrai que on est tous là assez droits tel qu'on est positionné. On ne fait pas un entretien dans son canapé par exemple, hein, avec son téléphone. Donc ça c'est important. La façon dont on gesticule, ça peut déranger. Le fait de
de pas avoir trop de gestes nerveux. Bon, même si on comprend qu'on peut être un petit peu stressé pour un entretien, mais quelqu'un qui va se toucher les cheveux, qui va toucher, voilà, ça peut être, ça montre quelques signes. Voilà, la posture, être bien droit, pas sur le bureau du recruteur qui est en face de soi. Attendre qu'on vous propose de vous asseoir aussi, hein, ça c'est des choses. Bon, je dis bien sûr, couper son téléphone, ne pas mâchouiller un chewing-gum, ça paraît tellement évident, mais on le voit quand même très très souvent. Donc ça c'est rédhibitoire. Hein. Autant on peut comprendre que la personne peut être un peu stressée, autant le chewing-gum là, j'ai quand même un petit peu de mal. Hein. Donc, bien regarder son interlocuteur en face, voilà, essayer d'éviter le regard un peu fuyant, sourire, se montrer enthousiaste et naturel. Je pense que voilà, donner envie. Est-ce que je vais avoir envie avec ce jeune collaborateur d'échanger un café, de partager des idées, d'avancer ensemble, ou est-ce que non, il va être dans son coin et puis on va pas pouvoir, voilà, c'est trop timide, trop, voilà. Donc voilà, n'oubliez pas de sourire, ça s'entend même au téléphone. C'est ça, mais c'est vrai, en fait, les conseils sont bons en entretien téléphonique, en entretien en visio ou en présentiel. Qui se fait un peu moins en ce moment, mais s'il y avait peut-être 2 mots à retenir, il faut être sincère, mais préparé. Préparer, voilà. En fonction du poste, voilà, si c'est un poste en effet de commercial, le but de vendre des vêtements dans un magasin, c'est sûr que faut aller de l'avant, montrer que vous êtes la bonne personne et que ça vous plaît. Donc dans le pitch que vous allez préparer comme dans votre présentation, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai que ces qualités d'être avenant, d'aimer le sens du contact, d'aimer relever les challenges, faut quelque part que ça arrive dans votre discours, hein, bien évidemment. Si c'est un poste d'archiviste, voilà, c'est pas tout à fait les mêmes qualités qu'il faut développer dans ce cas-là. Oui. Et il ne faut pas voir l'entretien d'embauche comme un piège, mais plutôt comme une opportunité d'échanger directement avec le recruteur. Oui, enfin, pour moi, un entretien d'embauche, c'est quelque chose de bienveillant. La personne, enfin voilà, il y a peut-être quelques cas qu'on voit sur Internet de questions pièges, etc. Mais honnêtement, quand on fait du recrutement, dans les expériences, voilà, est-ce que la personne qui est en face, je la vois dans mon entreprise, je la vois dans mon équipe? Voilà, est-ce que je cherche pas à poser des pièges, je cherche à bien connaître la personne qui est en face de moi. Évidemment, il y a une partie de feeling qui joue. Donc il y a les compétences techniques, mais il y a le savoir-être qui est hyper important et qui nous influence forcément. Donc soyez naturel, soyez sincère. Si vous savez pas, c'est pas la peine de mentir, ça va se savoir et ça va se retourner contre vous très très vite. Donc ça je sais faire, ça je sais pas, mais je veux bien apprendre. Voilà, mais en effet ne pas se surestimer, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas 30 ans d'expérience derrière soi. Pas hésiter non plus, excuse-moi, mais pas hésiter non plus à poser des questions éventuellement au recruteur qu'on a en face de nous, lui poser des questions sur l'entreprise, sur le poste de travail. C'est important bien sûr de se renseigner, de voir votre curiosité. Voilà. Vous avez tout à fait raison. C'est un échange. Voilà, c'est un échange. Voilà, ouais. On reste dans le dialogue. Hein, le recruteur va apprendre à vous connaître et vous avez envie d'apprendre aussi de choses sur le poste à pouvoir. Donc c'est vrai qu'il faut garder l'idée d'échange. Après, pour prendre l'exemple de notre salon, par exemple, c'est des recruteurs, ils connaissent le public, c'est un de job. Donc ils sont au courant que souvent c'est des jeunes qui sont en phase 2, ils n'ont pas encore eu... ils savent que vous n'avez pas encore eu d'entretien et que c'est votre premier entretien peut-être. Et donc, voilà, ils sont aussi indulgents par rapport à ça. Ils sont dans une démarche, oui, il y a une sorte de bienveillance. Ils sont conscients que peut-être la plupart d'entre vous postulez pour votre premier emploi saisonnier ou premier emploi de tout court. Donc ils font la démarche de recruter avec bienveillance. Ils savent le public qu'ils vont être amenés à rencontrer. Donc il ne faut pas se sentir en disant de l'entretien. On a abordé aussi, on a brièvement abordé les modalités actuelles d'entretien, à savoir téléphonique et visio. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit aussi, c'est de se mettre dans une pièce
où vous serez au calme, où vous ne serez pas dérangé. Faire attention aussi en visio, on n'y pense pas forcément, mais à l'arrière-plan. Donc si vous êtes dans votre chambre ou dans une pièce, faire attention à ce qu'il y a derrière vous, parce que tout n'est pas forcément approprié pour un entretien. Donc voilà, il faut avoir aussi tous ces petits aspects-là en tête. Oui, c'est des choses auxquelles on ne pense pas tout de suite, mais c'est vrai le fond, le fait d'être dérangé, peut-être par le téléphone qui sonne. Si le voisin a décidé de ton collectif, ce n'est pas de votre faute là pour le coup. Mais par contre, ce que vous pouvez maîtriser, vous essayez au maximum en effet d'y faire attention. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Excusez-moi, oui. Préparer les questions. On doit forcément, à un moment donné, vous dire, avez-vous des questions à poser? Et c'est vrai que, silence s'il y a un grand blanc, donc montrez-vous curieux. Et si, encore une fois, dans la préparation de votre entretien, vous listez quelques questions que vous pourriez poser. Peut-être que vous allez avoir les réponses au fur et à mesure de l'entretien. Et ça ne vous empêchera pas de dire j'avais des questions, mais vous m'avez déjà apporté les réponses. Mais en effet, montrez-vous curieux. Ça montre l'intérêt que vous avez pour l'entreprise et ça montre votre enthousiasme. Oui. Pas hésiter à reformuler les questions. Si vous n'avez pas compris, pas hésiter à est-ce que vous pouvez me répéter la question? Il ne faut pas hésiter aussi à s'interroger. Excusez-moi, j'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Il faut pas être gêné par rapport à ça. C'est pas un examen où il faut avoir la réponse parfaite pour avoir une bonne note, ça n'a rien à voir. Exactement. On en parlait tout à l'heure, il faut être sincère mais préparé. Donc il faut quand même rester dans la spontanéité. Exactement. Une question qui arrive assez souvent, c'est surtout pour des jeunes qui ont peu d'expérience, c'est parlez-nous de quelque chose que vous avez fait dont vous êtes fiers, une réalisation. Voilà, donc ce genre de choses, si on n'a pas trop réfléchi à l'avance, ça peut vite. Et ça peut être quelque chose dans le privé, dans une association, dans le domaine sportif. Voilà, une réalisation que vous avez fait, un petit projet que vous avez déjà conduit, dont vous êtes fiers. Quelque chose dans le milieu scolaire ou universitaire. Oui, ça rejoint ce qu'on disait pour la construction d'un CV. Il n'y a pas forcément besoin de parler d'une expérience professionnelle. Ça peut être un stage, même peut-être pourquoi pas l'organisation d'un voyage. Tout est bon à prendre finalement. Ce qui peut vous mettre en avant et en valeur, c'est intéressant. Et surtout bien argumenté. Il faut éviter de répondre à une question par oui ou par non. On donne le maximum d'informations. Tout à fait. Vous, la première entretien, vous avez passé comment quand les premiers jobs dédiés tout à l'heure? Le premier entretien ou un entretien qui vous a marqué? Des petites anecdotes que vous pourrez raconter qui pourraient donner l'objet de conseils éventuels ou peut-être pourquoi pas pour rassurer celles et ceux qui vous regardent. C'est vrai que l'attente du rendez-vous est assez stressante. Avec l'heure qui approche, le rendez-vous qui approche, moi j'angoissais un peu. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est posé face au recruteur, si on est bien préparé, il y a de la bienveillance de toute façon, et surtout quand c'est le premier job. Et il ne faut pas se déstabiliser, il faut, si on répond à une question, il faut pouvoir argumenter derrière, d'où l'importance de ne pas mentir ou de ne pas surexposer ses compétences, parce qu'à un moment donné, on va être coincé et ça va se voir. Je n'ai aucun mauvais souvenir, moi, pour ma part, d'entretien que j'aurais passé, même pour mon premier job, ça glisse assez facilement si on reste honnête et si on reste soi-même. Voilà, il faut pas... Est-ce qu'on n'a pas tendance à trop dramatiser ou stresser alors que en fait ça dépend des personnes. Moi je sais que j'ai tendance à stresser avant et puis après je me détends au fur et à mesure des minutes. Je pensais aussi que les 30 premières secondes sont hyper importantes, donc il faut aller de l'avant, dire bonjour quand vous pouvez serrer la main. Il faut et après il faut se laisser porter, j'ai envie de dire. La première impression reste malgré tout assez importante et il faut faire attention, comme on évoquait tout à l'heure, le fait d'attendre qu'on vous invite par exemple à un laboratoire, des choses comme ça. Tout ce que vous allez donner comme élément aux recruteurs dans les premières secondes, ça va être très important. Donc il faut
il faut y faire attention. Après, il n'y a pas de... Dans la mesure où on a préparé l'entretien, on s'est fait un petit speech, on a été voir quelques informations sur l'entreprise, on a préparé des questions. Il n'y a pas de raison particulière de stresser. Il n'y a pas de voilà. On est préparé et puis on est préparé. Si on s'estime bien préparé, après il faut y aller, alors pas totalement décontracté, mais il faut y aller en étant sûr de soi. Il n'y a pas de raison d'être inquiet. Un conseil aussi que je peux donner, c'est arriver avec un bloc-notes. D'ailleurs, vous avez les quelques chiffres clés sous les yeux de l'entreprise, vous avez les questions que vous souhaitez poser. Voilà, comme ça, ça vous fait un mémo et vous prenez des notes. Vous pouvez demander d'ailleurs à votre interlocuteur si c'est possible de prendre des notes. Il va apprécier votre délicatesse et ça montre aussi que vous prenez des notes, c'est-à-dire que vous vous intéressez, que vous prenez ça vraiment au sérieux. Hein, donc, n'hésitez pas et ça vous fait pense-bête en même temps. Donc, avec quelques mots-clés essentiellement, si vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous. Arrivez aussi bien sûr avec double de... C'est une évidence, mais arrivez bien sûr avec quelques copies supplémentaires de vos CV et éventuellement recommandations si vous en avez, parce que peut-être que c'est pas la bonne personne qui va vous recevoir au dernier moment et du coup elle n'a pas le CV, donc c'est amenez toujours bien sûr en secours une autre copie ou un autre document qui peut faire la différence sur un projet que vous avez conduit, un article de presse, je ne sais pas, enfin voilà, quelque chose qui pourrait vous valoriser une expérience que vous avez conduite. Et avant de passer l'entretien, j'imagine que relire ce qu'on a noté dans un CV ou une lettre de motivation, ça peut aussi se remettre dans le bain, avoir les bonnes compétences en tête, savoir comment c'est présenté, au moins on sait où on va. Venir avec un CV, tout simplement. Venir avec un CV à l'entretien pour déjà avoir soi-même de nouveau en tête les compétences qu'on indiquait, mais pour tout simplement le redonner au recruteur lors de l'entretien. Si lui ne l'a pas, voilà, ça peut servir de base d'échange. Donc, venir tout simplement avec un CV à l'entretien. Et quelque chose de tout bête aussi, à la fin de l'entretien, pensez aussi avec comment ça se passe ensuite. Est-ce que c'est vous qui allez revenir vers moi ou est-ce que c'est moi qui dois me rapprocher de vous? Dans quel délai j'aurai une réponse? Soyez aussi curieux par rapport à ça. Ça montre aussi votre motivation et c'est important de dire, voilà, le prochain contact, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui allez me contacter pour me dire si c'est OK ou est-ce que c'est moi qui dois vous appeler pour savoir si ma candidature était retenue, à partir de quand démarre le poste. Enfin, voilà, il ne faut pas hésiter dans les questions un peu curieuses, de ne pas hésiter à poser ce type de questions également. Et bien évidemment, vous avez tout à fait raison. Et puis, petite dernière chose qui peut faire aussi la différence, c'est envoyer un petit mail derrière de remerciement. Oui, remercier votre interlocuteur pour l'entretien de tel jour et remettez une petite phrase en disant que vous serez très, très heureux de travailler au sein de cette entreprise au cours de juillet-août prochain et que vous attendez la réponse que vous espérez favorable. Voilà un petit mot sympa qui peut faire la différence en disant ce jeune-là, il s'accroche et on a envie de lui donner sa chance. Et puis, c'est de quoi construire en une candidature en fait. Hein. On a vu où chercher des offres, comment les suivre, comment rédiger un CV, une lettre de motivation, comment bien se présenter en entretien. Je pense qu'on a eu des bons conseils de bonnes personnes. N'hésitez pas, vous qui nous regardez, si vous avez encore des questions à les poser dans le chat, on pourra y répondre. Surtout n'hésitez pas, je regarde en même temps si on a quelques-unes qui arrivent. Un dernier conseil à donner pour les jeunes à la recherche d'un job pour cet été, avant de finir cette conférence. Soyez disponibles surtout pour cet été. C'est-à-dire que si vous voulez pour la saison, il faut être disponible juillet-août parce que sinon vous aurez très peu de chances d'avoir un emploi pour l'été. Hein. Souvent les recruteurs ils cherchent sur cette période estivale, c'est juillet et août. Donc il faut être vraiment disponible et pas je suis disponible en juillet mais je pars en vacances en août parce que là ça passera pas. Moi mon conseil c'est activer votre réseau. Votre réseau personnel, vos voisins, vos amis de vos voisins, vos amis d'amis, voilà, il y a tout un réseau comme ça qui bouche à oreille. Ah oui, en effet, je crois qu'il cherche quelqu'un, etc. Et voilà, c'est pas du piston, c'est du réseau, c'est activer son réseau, c'est voilà.
Je pense que... On a tendance à peur de parler de piston, mais c'est plutôt du réseau. Et, je vois qu'on a une question dans le chat, quelqu'un qui nous demande lorsqu'on a participé à un concours où on est s'il y a une personne qui est dans le CV, on peut parler des concours. D'accord. Et puis, moi, ce qui serait le plus approprié, ce serait dans la partie formation, cursus scolaire, cursus de formation. C'est ce qui serait le plus approprié. D'accord. Oui, non, on fait le concours de la résistance et la partie formation qui regroupe les concours, les diplômes, et peut-être qu'on peut en retirer des savoir-faire de ce aussi l'opportunité d'en retirer des savoir-faire et aussi des connaissances, tout simplement. Je ne connais pas spécifiquement ce concours-là, mais il y a peut-être des connaissances que vous avez été amené à maîtriser, à apprendre, qui pourraient vous servir si vous êtes dans une structure peut-être d'assistanat, à quelques connaissances juridiques, par exemple. Donc ça, c'est à retranscrire. Vos compétences, c'est d'avoir des connaissances, somme toute de base, mais des connaissances juridiques, et que vous avez acquis lors du passage de ce concours. Donc effectivement, c'est bien de le mentionner. Et ce qui est bien, c'est d'avoir l'argumenté, c'est-à-dire que ces compétences-là, on peut les raccrocher à telle ou telle expérience professionnelle, bénévole, ou lors d'un stage. Merci. On peut retirer plein de choses et si vous en faites qu'on a n'hésitez pas pendant les quelques minutes qui nous restent ensemble à poser des questions. La webconférence a un peu tardé à commencer, donc on peut octroyer déborder un petit peu ce petit déplacement. On vous rappelle les dates du salon en ligne du Forum Job d'été. Du 12 au 21 avril, vous pouvez consulter les offres de différents employeurs un peu partout en Normandie, donc n'hésitez pas à consulter les offres proposées par ces employeurs, mais également à consulter celles qui sont sur notre site, sur le site du CRIJ Normandie. Donc, vous allez sur crijnormandie.fr, vous avez aussi des offres sur le site de Pôle emploi, sur des sites dédiés dans certains secteurs d'activité. Surtout, n'hésitez pas à croiser les sites internet et les différents forums pour trouver ce qu'il vous faut pour cet été. Et puis un petit tour, on en a parlé longuement aussi, mais sur l'Emploi Store, qui vous permet d'avoir accès à de nombreux outils ou pour rédiger vos CV, pour suivre vos candidatures, ou pour même vous préparer aux entretiens. Il y a des simulateurs d'entretien pour identifier vos compétences. Donc n'hésitez pas à aller sur l'Emploi Store. Vous avez plein de bons conseils via Pôle emploi, via l'Emploi Store. On rappelle aussi les missions locales et les cravates solidaires qui peuvent vous accompagner et le CRIJ Normandie aussi, comme j'ai pu l'évoquer. La cravate solidaire La cravate solidaire peut vous fournir une tenue si vous avez vraiment des soucis. On donne une tenue adaptée à votre morphologie pour des personnes en difficulté, qui n'ont pas, par exemple, les moyens de s'acheter une tenue correcte pour un entretien. C'est aussi, ça fait partie aussi de nos missions. Donc vous pouvez nous contacter. N'hésitez pas à consulter les stands de différents partenaires sur le salon en ligne Pôle emploi toujours. Vous allez retrouver les différentes informations de la mission locale, de la cravate solidaire, de Pôle emploi, du CRIJ Normandie, où tous les conseils qu'on peut vous donner, vous les retrouverez dans ces différents stands. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir participé à la webconférence. Merci à vous aussi qui nous avez suivis en direct malgré le début un petit peu compliqué techniquement parlant. On se retrouve mercredi prochain à 15h pour parler du BAFA et des jobs dans l'animation. Donc n'hésitez pas aussi à préparer vos questions si vous en avez. Et sinon, on se retrouve au même endroit à la même heure mercredi prochain. Bonne fin de journée à toutes et à tous et merci encore. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.